Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Arles pour rencontrer Bertrand Mazel, riziculteur en Camargue et président du syndicat européen du riz. Le riz et la Camargue ont des destins liés. On cultive cette graine dans la région depuis le Moyen-Âge. Si vous avez écouté l'épisode précédent sur le sel, vous savez que cette région était une terre hostile, régulièrement inondée par la montée des eaux de la mer et par les crues du delta du Rhône. Ces inondations d'eau douce et l'ensoleillement de la région en ont toujours fait une terre idéale pour cultiver le riz. Cette plante pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil. L'homme a façonné le territoire en creusant des canaux pour pérenniser cette culture et maîtriser l'apport et l'évacuation de l'eau. Cette présence d'eau douce, assurée par la riziculture, a alors permis de dessaler les sols et de développer un écosystème de biodiversité et d'élevage qu'on connaît aujourd'hui dans la région. La Camargue est la seule région française où l'on produit cette graine indispensable dans nos cuisines. Mais depuis quelques années, le nombre de riziculteurs est pourtant en baisse. On en compte actuellement 230. C'est un métier difficile et pas toujours bien rémunéré, qui subit la concurrence de l'Asie du Sud-Est, elle capable de produire du riz à moindre coût. Sans eux, les paysages et l'écosystème de la région pourraient se voir profondément modifiés. Mais je laisse Bertrand vous raconter tout ça. Bonne écoute! Bonjour Bertrand. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors Bertrand Mazel, je suis riziculteur en Camargue, plus précisément au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et là, vous êtes au syndicat des riziculteurs, dont je suis le président. Et je suis aussi président des riziculteurs européens. Et alors, quel a été le déclic pour vous de devenir agriculteur et riziculteur plus précisément ? Alors, à l'origine, dans ma famille, nous étions négociants en vin et nous avions un vignoble dans le sud de la France, en Camargue. Et donc mon père m'a demandé de faire des études sur la viticulture et je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Et donc j'ai fait une école plutôt basée sur les céréales, où j'ai fait l'option droit fiscalité à l'époque. Et donc je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans en Camargue, alors que j'étais natif de la région parisienne. Et donc je me suis retrouvé en Camargue et depuis je suis resté là. Comme dirait un grand philosophe camarguais, en Camargue, il y a ceux qui passent et ceux qui restent. Et alors, pourquoi vous avez décidé de faire du riz ? Alors ça, il y a eu une crise viticole dans les années 80, assez importante, où une grosse partie du vignoble camarguais a été arrachée. À l'époque, pour des raisons structurelles, la viticulture était en difficulté, et puis aussi conjoncturelle. Et donc, je suis devenu riziculteur par opportunisme à l'époque, puisqu'on a arraché le vignoble et il fallait bien trouver de nouvelles cultures. Et du coup, vous pouvez nous décrire votre exploitation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? À mon exploitation, il y a 400 hectares aujourd'hui, dont 200 hectares de riz, une centaine d'hectares de blé, parce que je fais des rotations depuis assez longtemps, et puis je fais une vingtaine d'hectares de pommes de terre depuis une trentaine d'années en pommes de terre primeur, pommes de terre des sables. Et comment vous faites pour trouver le temps de tout faire ? Puisque, vous l'avez dit, vous êtes président du syndicat européen du riz, plus la casquette d'agriculteur. Comment on fait pour tout joindre ? Écoutez, comme c'est un sacerdoce, donc c'est une passion. Pour moi, l'agriculture, ça a toujours été une passion, donc je n'ai pas l'impression de travailler, paradoxalement. Mais le syndicalisme, c'est une autre passion aussi. Et puis, de m'occuper des intérêts de la riziculture au niveau de l'Europe, c'est bien sûr très enrichissant, parce que j'ai affaire à 7 pays européens complètement différents. J'arrive d'Italie, où j'ai rencontré des Grecs la semaine dernière. On avait une réunion internationale. J'ai rencontré des grands opérateurs italiens, dont un groupe qui fait pratiquement 25% du marché européen. Donc c'est toujours très enrichissant sur le plan personnel et puis sur le plan de la culture aussi, parce que je rencontre des cultures complètement différentes, entre des Grecs, des Espagnols, des Portugais et des Italiens, c'est complètement différent. C'est ça l'objectif du syndicat, c'est de défendre les intérêts des riziculteurs ? Oui, en haut lieu, c'est pas facile dans le contexte européen aujourd'hui, et puis dans la mondialisation, parce que c'est bien impitoyable ce qui nous arrive.
Et donc, déjà, une donne très importante, c'est que l'Europe produit 3 millions de tonnes et on en consomme 4 millions. Donc, on est obligé d'importer 1 million de tonnes tous les ans. Et on importe essentiellement du riz basmati. Et donc, on se tire une balle dans le pied parce qu'on importe nos principaux concurrents qui ont tendance à essayer de grignoter des parts de marché. Donc, mon rôle en tant que président des riziculteurs européens, c'est de contrer la progression des riz basmati en Europe. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un programme européen. J'ai aujourd'hui d'ailleurs une équipe de tournage qui vient pour promouvoir les riz européens. Et on est sur 3 pays aujourd'hui, sur l'Italie, le Portugal et la France. Le riz basmati, c'est notre concurrent parce que le riz, notamment par exemple de Camargue qu'on produit là, il est très ressemblant au riz basmati? Pas du tout. Non, le riz basmati est très spécifique. C'est notre seul concurrent sérieux, on va dire. Parce qu'il est consommé par une clientèle plutôt premium. Et les riz européens, on a tendance à penser qu'ils sont des riz classiques, alors que nous, on essaie d'aller vers des secteurs premium maintenant. On a la chance d'avoir les riz à risotto, les riz à paella en Espagne, et en France, des riz avec, j'allais dire, des riz colorés par exemple, des riz parfumés qu'on est capable de produire. Donc, on est en train d'essayer de remonter la pente et de concurrencer ces fameux riz basmati. Je comprends. Et alors, quand même, le riz de Camargue, en tout cas, est au centre de toutes les attentions, j'ai l'impression, puisque hier, il y avait M6, aujourd'hui, une télévision italienne, bon, plus moi, accessoirement, et demain, TF1. Oui, alors effectivement, alors, pour plein de raisons, on est un peu au milieu des problématiques importantes. Pourquoi? Parce qu'on parle des signes de qualité aujourd'hui, parce qu'il y a une demande sociétale sur la traçabilité des riz produits localement, et puis aussi parce qu'il y a la montée des eaux en Camargue, et qu'on est en train d'essayer de lutter, et le riz est sûrement un des meilleurs moyens de lutter contre la montée des eaux en Camargue, ce que j'essaierai de vous expliquer. Oui, on va en parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du riz en Camargue? Comment c'est arrivé là? Parce que c'est surprenant, finalement, c'est la seule région de France qui produit du riz. Effectivement. Alors, justement, derrière moi, il y a une photo intéressante en noir et blanc, où vous voyez une personne très importante qui a relancé la riziculture, une des personnes qui a relancé la riziculture, bon, c'est Paul Ricard, pour le nommer. Il faut savoir qu'on a perdu l'Indochine juste à la dernière guerre, la dernière grande guerre, et Madame Pétain, qui était d'origine arlésienne, a fait venir des travailleurs indochinois, contraints et forcés. C'était un triste moment pour eux. Puis ils ont été en plus bloqués après par le blocus maritime. Mais ces travailleurs indochinois nous ont permis d'implanter du riz en Camargue. Alors il y avait déjà des Italiens qui avaient fait du riz en Camargue à titre expérimental. Et d'ailleurs, vous avez un film qui s'appelle Riz amer, avec le premier rôle de Vittorio Gassman, qui rappelle cette époque où on plantait le riz à la main. Et donc on a eu cette période très importante, et en France on a manqué de riz après la perte de l'Indochine, donc on a décidé avec le plan Marshall de relancer la riziculture. C'est pour ça que Paul Ricard à l'époque et certains grands industriels sont venus en Camargue pour justement relancer cette culture. Il y a eu une période de gloire qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré une quinzaine d'années, entre les années 45 et 60, où la riziculture était très importante en France, et on a eu jusqu'à 35 000 hectares. Et pour faire plaisir au pouvoir public actuel, on a même été autosuffisant à cette époque. On consommait peu de riz en France, mais la France était autosuffisante en production de riz. C'est malheureusement plus le cas. Oui, on va en parler après. Et alors pourquoi la Camargue, c'est une terre idéale pour cultiver le riz? Alors c'est très simple, hein. C'est une plante aquatique qui doit donc vivre dans l'eau, et comme vous l'avez bien compris, la Camargue est plate. Et on a la chance d'avoir deux bras du Petit Rhône et Grand Rhône qui nous entourent, et des stations de pompage qui ont été créées à l'époque de la viticulture. Et donc, c'était le pays idéal pour faire du riz, comme toutes les zones deltaïques dans le monde. Je vous rappelle le delta du Mékong, qui est une des plus grandes zones de production de riz dans le monde aujourd'hui, avec plusieurs pays qui en profitent, comme le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Et c'est un territoire qui est très particulier, la Camargue, puisque finalement il y a une lutte entre eau douce et eau salée aussi. Vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Alors effectivement, quand Napoléon III a poldérisé la Camargue en 1856, après une grande crue, on a fait des réseaux d'irrigation, des réseaux d'assainissement.
Et le jeu, en fait, la Camargue est une grande baignoire. Et l'idéal, c'est d'envoyer de l'eau douce pour évacuer ce fameux sel qui repart tiré par l'assainissement et qui va se jeter dans les milieux naturels. Donc c'est très important de continuer à envoyer de l'eau douce en Camargue pour les grands équilibres agroécologiques. C'est un grand message qu'il faut passer parce que je pense que s'il n'y avait plus de riz en Camargue, j'allais dire la Camargue deviendrait un désert salé à moyen terme. Oui, parce qu'il y a eu quand même pendant des années le travail de l'homme finalement pour dompter ce territoire et qu'on puisse s'y installer et faire de l'agriculture et de l'élevage. Alors, c'est le paradoxe de ce pays qui est merveilleux, c'est qu'on est en une zone qui a énormément de classifications administratives environnementales. On a des classements comme Ramsar, Life, UNESCO, Biosphère, tous les classements européens Natura 2000. Et paradoxalement, c'est une zone de production pour le sel, pour le riz, pour l'élevage et pour le tourisme. Donc c'est un territoire naturel mais artificiel. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelles sont les grandes étapes de production du riz? Comment on le produit, le riz, ici en Camargue? Le riz est une céréale aquatique, mais quand même une céréale. Et donc, ça se produit comme un blé dans l'eau. C'est assez simple. Simplement, ça vit 150 jours, entre 120 et 150 jours dans l'eau. Donc, il faut prévoir un aménagement pour envoyer de l'eau de façon gravitaire avec des canaux d'irrigation et des canaux d'assainissement parallèlement. Et donc, du coup, je voyais qu'il y avait quand même au démarrage un nivellement, un surfaçage où il faut s'assurer que la terre est bien plate. Vous utilisez même des lasers, je voyais. Alors, on utilise des lasers. Alors, c'est des techniques d'avant-garde. Il y a une vingtaine d'années, maintenant, ça ne l'est plus. Mais en fait, on nivelle pour plus avoir d'écart de niveau. Pour faire des économies d'eau aussi, parce que l'eau est importante. Et puis pour la facilité de lever, pour l'homogénéité de la levée, et puis aussi pour pouvoir mieux désherber, mieux mettre des engrais. Enfin, tout est lié au niveau d'eau, donc c'est très important. Et ensuite, vous faites la mise à l'eau, ça se fait autour du mois d'avril, c'est ça? Au mois d'avril, alors la Camargue devient un miroir, comme une mosaïque, c'est assez spectaculaire à vue d'avion. Et puis après, ça devient un vert, ça devient une période de gazonnement. Donc on passe du miroir à une verdure, comme sur un golf. Et ensuite, il y a tous les oiseaux qui arrivent. On a nos amis les flamants roses qui viennent piétiner nos cultures de temps en temps. Ça crée quelques désagréments, mais... J'ai vu que le flamant rose, une fois que vous aviez semé le riz, vous semez après cette mise à l'eau, hein, c'est ça, dans la foulée quasiment? Au mois d'avril, oui. Ouais, au mois d'avril. Et j'ai vu que le flamant rose, à ce moment-là, était votre ennemi. Alors, il devient notre ennemi pendant un petit moment, mais bon, c'est un allié auxiliaire. Il est important aussi pour le tourisme. Il est en voie d'expansion. Actuellement, il y a plus de 40 000 couples qui nichent en Camargue. Et d'ailleurs, ils sont en train de s'étendre sur pas mal d'endroits. Donc, heureusement qu'on a nos amis flamants roses. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a rien prévu pour indemniser les agriculteurs avec les flamants roses. On l'a prévu pour le loup et pour les ours, mais... ça a l'air moins méchant, quoi, comme ça. J'en appelle à la solidarité nationale pour essayer de trouver une solution, car on a quand même des centaines d'hectares qui sont écrasés chaque année par les flamants roses, qui viennent non seulement piétiner nos rizières, mais consommer aussi notre riz. Donc ça prouve bien que... Ils apprécient cette qualité. Et donc ensuite, une fois qu'il y a le semis, vous laissez pousser le riz. Combien de temps il met à pousser? Alors, ça met 120 jours à peu près. C'est assez court comme cycle. D'ailleurs, il y a des pays comme le Cambodge qui arrivent à faire 3 récoltes par an, avec des cycles encore plus courts. Donc vous voyez, en France, malgré le réchauffement climatique, on ne fait qu'une récolte par an. Mais ce qui est important dans la culture du riz, c'est la somme de température. En fait, c'est une plante qui aime de la chaleur longtemps. Et il y a plein de pays dans le monde où on peut faire 2 récoltes par an. Donc nous, on s'arrête à une récolte et on essaie de bien la faire. Et c'est à quelle époque la récolte? Récolte maintenant. Vous êtes en pleine période là. D'ailleurs, si vous voulez qu'on aille voir une moissonneuse cet après-midi, ce sera possible. Avec plaisir qu'on aille voir ça pour qu'on prenne quelques vidéos. Du coup, le riz, il pousse vraiment les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Il a quand même la belle vie. Oui, en plus, on a la chance en Camargue d'avoir du Mistral, qui est un facteur comment dire, pour assécher le riz. C'est vraiment un séchoir naturel. Et ça nous fait, on a une qualité de riz en Europe exceptionnelle à cause de ça. D'ailleurs, nos amis italiens nous achètent nos riz à des périodes de l'année
parce que pour mélanger avec leur riz, pour la qualité de cristalline liée au vent qui sèche naturellement le riz. Et alors, une fois qu'il est ramassé par les agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé dans des centres de transformation? Alors c'est l'industrie lourde le riz, parce que il a une balle autour, le riz paddy a une balle autour, donc on est obligé de le décortiquer. Oui, parce qu'au moment de la récolte, on appelle ça le riz paddy. C'est pas encore du riz. Tout à fait. Alors, il y a une balle qui est autour. Ensuite, on le blanchit dans des cônes de blanchiment. Ensuite, il y a un process d'étuvage derrière pour le rendre incollable et pour le pré-cuire pour que vous soyez, qu'on soit, je dis vous soyez, plus rapide à la cuisson, parce que maintenant, les consommateurs et nos cuisinières et nos cuisiniers veulent passer le moins de temps en cuisine, donc on arrive maintenant à des temps de cuisson de 2 minutes pour le riz. Et on a même des riz micro-ondables maintenant. Ça a vraiment évolué, et donc on passe par des process de pré-cuisson. C'est la nouvelle technologie. Et vous disiez quand on blanchit le riz, je voyais qu'en fait on le polit, et c'est ce qui permet de transformer le riz complet en riz blanc qu'on préfère tous. Alors c'est peut-être une bêtise, parce que toutes les parties intéressantes du riz, une des parties intéressantes du riz est dans la balle de l'amidon, où il y a toutes les vitamines, où il y a les oligo-éléments, et on enlève cette partie-là pour des raisons esthétiques, on le rend blanc. Et il faudrait mieux le consommer complet. Après, ça a des inconvénients, c'est que le temps de cuisson est plus long. Donc tout ça c'est une question de présentation. Je vais maintenant passer à la minute économie du podcast. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, le nombre de riziculteurs, il est en baisse constante aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Et puis après, qu'on discute pourquoi on connaît ce déclin aujourd'hui. Alors effectivement, on a connu une période de gloire dans les années 60, on en a parlé tout à l'heure, où on était 300 riziculteurs, on n'est plus que 130 aujourd'hui. Bon, c'est une longue histoire, hein. Le problème de l'accès à l'eau devient compliqué, le problème du nombre d'agriculteurs qui diminue, ça on le connaît dans toutes les activités. C'est un métier difficile, et puis il fallait le soutien, et il nous faut toujours le soutien des pouvoirs publics, et il est clair que s'il n'y avait plus le soutien de ce pouvoir public, la riziculture risquerait de disparaître, et on deviendrait indépendant d'autres pays producteurs. Donc on a tout intérêt à être essayer d'atteindre l'autosuffisance de la production en Europe. Moi, c'est mon travail au niveau de mon syndicat européen. Mais quoi qu'il en soit, pour la France, c'est un enjeu environnemental, je vous l'ai expliqué, pour l'eau, mais aussi économique. Et c'est une filière qui fait vivre 2000 personnes pratiquement. Et puis, on a des leaders comme Toro et Lait en France, ou comme Soufflet Alimentaire avec Vivien Paille, qui commercialise nos riz derrière. Donc on a tout intérêt à être présent pour nourrir nos populations avec des produits de proximité, des produits labellisés avec l'IGPRI de Camargue, où il y a un cahier des charges très précis. On est sûrement l'agriculture la plus contrôlée au monde, ça je vous le reconfirme. Et tant mieux pour la France. Ça nous fait beaucoup de papier, nous, producteurs, mais c'est un signe de garantie pour nos consommateurs. Et c'est une chance exceptionnelle. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs a fait une revue il y a 6 mois sur ce sujet-là. Et on a les riz les plus propres dans le monde, pratiquement, que ce soit en bio ou en conventionnel. Car on a aussi 28% de nos surfaces qui sont en bio aujourd'hui. Donc on est en avance sur le programme du Green Deal imposé par Bruxelles. Et vous disiez c'est un travail difficile. Vous avez commencé par parler du problème de l'accès à l'eau, parce qu'on ne l'a pas redit, mais vous pompez du coup l'eau du Rhône pour irriguer les rizières via les canaux, etc. Pour ceux qui écouteront l'épisode sur le sel, c'est tout pareil, mais version eau douce, quoi. Pourquoi ça devient de plus en plus difficile d'accéder à cette eau ? Alors bon, parce que l'eau va devenir un enjeu majeur dans les enfin, moi, ma génération va le connaître, mais ceux qui viendront après aussi, parce qu'on a des soucis avec le cours du Rhône notamment, peut-être dans l'avenir, et puis avec la montée saline de la mer aussi. Donc tout ça, ça va devenir des enjeux très, très importants, mais pas que pour la France, dans tous les deltas du monde, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure du Mékong ou même de l'Égypte. Ça va devenir un enjeu majeur. Donc on est en train de discuter avec les pouvoirs publics sur ces problèmes, de savoir si on garde l'eau plutôt pour les centrales nucléaires ou pour la navigation ou pour les agriculteurs ou pour la consommation. Il y a des villes comme Barcelone demandent de l'eau
à la France par le canal du Rhône. Vous voyez, ça va assez loin. Donc tous ces sujets majeurs, ils sont sur la table aujourd'hui et il va falloir régler tout ça pour les prochaines générations. Ça m'amène à la question de l'auditeur. C'était Oli qui vous demandait est-ce que vous sentez déjà l'impact du changement climatique et comment vous y faites face? Bonne question, bonne question. Alors, je veux pas faire le nostalgique de ce qui peut se passer, mais il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur le changement climatique. Moi, j'ai tendance à penser que l'homme est capable de trouver des solutions intelligemment, en se mettant autour d'une table. Je ne veux pas être sceptique, comme certains milieux environnementaux, en essayant d'afficher le chiffon rouge en disant que tout est catastrophique. De toute façon, tout est en train d'évoluer. L'homme est capable de s'adapter à cette nouvelle situation. Il faut nous laisser du temps. Pour la Camargue, Napoléon III a fait des grands ouvrages. Je pense qu'on est capable d'essayer encore de protéger la Camargue. Alors, les sceptiques nous disent que la mer va monter de 7 mètres. Alors, effectivement, si ça doit arriver, il n'y a pas que la Camargue qui sera concernée. Hein. Les grandes villes comme New York risquent de disparaître aussi. Donc, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe à moyen terme et à long terme, et puis tracer des perspectives intelligentes entre nous. Je voyais aussi que les coûts de production, vous disiez que vous essayez de concurrencer les riz étrangers, etc. Les coûts de production en France, ils ne sont pas les mêmes, notamment, vous l'avez dit, puisque dans certains pays, ils sont capables de faire 3 récoltes par an. Nous, une seule. C'est aussi une des raisons qui fait que les riziculteurs se tournent vers d'autres productions. Je voyais le melon, la tomate, qui commençaient à privilégier ce type de culture-là. Alors ça, c'est un sujet économique local, si vous voulez. L'agriculteur, il faut savoir que il est chef d'entreprise et il a une famille à nourrir aussi, donc il réfléchit à ses intérêts financiers. Et effectivement, c'est ce que j'explique au pouvoir public, si faire du riz c'est plus rentable, on essaie de passer à autre chose, parce qu'il faut bien se maintenir sur l'exploitation. Et donc, si on prend des risques d'aller sur des cultures plus spéculatives, et c'est bien le danger pour les exploitants. Moi, je considère que le riz est une culture de rotation importante en Camargue et que ça doit être le pivot de notre production. Maintenant, d'autres agriculteurs arrêtent de faire du riz pour des raisons économiques et passent à une autre culture qui peuvent être beaucoup plus dangereuses sur le plan technique et qui sont sûrement moins intéressantes sur le plan environnemental. C'est leur choix. Moi, je le fais sur des pommes de terre depuis 30 ans. C'est bien ce que j'ai comme discussion avec les pouvoirs publics aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de la Camargue pour l'avenir. Mmh. Et on va en reparler après, juste pour clôturer cette minute économie. En fait, c'est paradoxal parce que je voyais que la demande mondiale de riz ne cesse d'augmenter, notamment tirée par l'Inde et l'Afrique, que la France consommait 15% des importations européennes. Enfin, la demande du riz, elle est bien là. Et nous, on n'arrive pas à maintenir nos riziculteurs finalement. Ah ben, c'est bien le paradoxe, c'est que moi, je pense qu'au niveau géostratégique, le riz, c'est vraiment important. Pour la petite histoire, je vais vous donner un chiffre impressionnant. Chaque humain sur Terre consomme 50 kilos de riz par an. Chaque humain. C'est-à-dire, on est presque 8 milliards. Donc, vous voyez la quantité de riz qu'il faut produire. Donc, alors, ce n'est pas essentiel pour la France, parce qu'on ne consomme que 5 kilos. Mais pour un Africain, c'est 60 kilos. Pour une personne qui vit en Asie ou en Inde, c'est 100 kilos, voire 200 kilos par an. Ils consomment pratiquement du riz que tous les jours et à tous les repas. Donc c'est géostratégiquement très important. Et imaginez que le cours du riz flambe et double. Il y a plein de pays qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. C'est ce qui s'est passé en Afrique. C'est ce qui pourrait se passer aussi, c'est ce qui est passé pour le printemps arabe avec la spéculation des cours des céréales dans les années 2008. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir à ces problématiques et à préconiser l'autosuffisance. C'est un appel que je fais, si ça peut être entendu, par nos pouvoirs publics. Et alors maintenant, pour parler un peu de l'avenir de la Camargue, déjà j'avais une question avant-hier. J'étais donc voir Luc Verne, qui est saunier, lui, pour le groupe Salin, qui a la marque Baleine.
Comment vous vous imbriquez, comment le territoire se partage entre le sel et le riz, puisqu'il y en a un qui a besoin d'eau salée, l'autre qui a besoin d'eau douce. Finalement, vous avez les mêmes manières de fonctionner, mais avec deux eaux différentes, avec tous ces canaux qui sont tracés. Comment tout ça, ça s'imbrique et est-ce que ces deux productions peuvent subvenir ensemble demain? Alors ça se passe très bien. En plus, on a d'excellentes relations avec le groupe Salin. Ça se passe très bien dans la mesure où chaque territoire est indépendant. Alors effectivement, eux, leur rôle, c'est de faire rentrer de l'eau de mer et d'attendre qu'elle s'évapore pour récupérer le sel. Et nous, c'est de faire rentrer de l'eau douce, parallèlement avec deux territoires différents, mais on est mitoyens. Et ça se passe très très bien, hein. Ça se passe depuis des milliers d'années, puisque le sel existe depuis très longtemps. Et je rappelle que le sel, à l'époque où il n'y avait pas de congélateur, était très important, puisque c'était la seule façon de conserver des aliments. Donc on a la chance d'avoir un allié auxiliaire. Et le seul petit bémol, c'est que les flamants roses se reproduisent dans les territoires des Salins du Midi, donc on aimerait bien qu'ils gardent leur flamant rose. C'est le seul petit bémol humoristique. Aujourd'hui, ce travail de l'homme sur la Camargue, j'en discutais avec des gens du coin à droite à gauche et qui m'expliquaient qu'il est un peu remis en cause, notamment par des associations écologistes qui souhaiteraient laisser la Camargue à la nature, c'est-à-dire revenir à l'ancien temps. Quand le Rhône faisait ses crues, il recouvrait la Camargue. Ensuite, la mer montait, ça recouvrait la Camargue à son tour. Vous, je vais quand même vous demander votre position, même si je pense qu'on la connaît forcément, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, moi je fais confiance à l'homme et moi je suis aussi chasseur et je passe ma vie dans la nature aussi, je suis un observateur de la nature. Je crois que l'homme est capable du pire mais aussi du meilleur. Donc j'imagine qu'on peut se retrouver autour d'une table pour discuter de l'avenir de ce territoire, mais ce serait complètement fou de laisser ce territoire repartir à l'état naturel, parce que ça pourrait sous-entendre que l'activité humaine s'effrite ou disparaisse complètement. Et donc là, ce serait une aberration. Les indices de biodiversité sont en forte augmentation depuis une cinquantaine d'années. Donc on a de plus en plus de plantes, de plus en plus d'oiseaux, de plus en plus de nature, malgré l'activité humaine, qui n'était pas forcément très raisonnée il y a une cinquantaine d'années, où on nous a demandé de produire, on a demandé aux agriculteurs de produire à outrance. Donc aujourd'hui, on est un peu plus raisonné, et donc on a tout intérêt à garder ce schéma-là. Et la nature a toute sa place en Camargue, mais l'homme aussi. Et je ne voudrais pas qu'on exclue l'homme. On essaie de réintroduire des prédateurs naturels, mais je pense qu'on a tout intérêt à imaginer un scénario où on garde les grands équilibres et avec une production agricole, encore une fois, complémentaire avec l'élevage, parce que grâce au riz, on alimente des prairies où il y a des chevaux blancs et des taureaux magnifiques, que ce soit des taureaux de combat ou des taureaux de course camarguaise. On a une biodiversité avec des oiseaux et des aigrettes et des cigognes, maintenant des grues qui arrivent, et une explosion de biodiversité. Donc on a tout intérêt à garder cet équilibre-là. Et j'aimerais pas voir cette mer, même si c'est magnifique, rentrer en Camargue et de voir un désert salé. Donc je préfère garder cette image de cette Camargue domptée par l'homme, mais encore avec tous les classements qu'on a reçus, c'est bien qu'elle est appréciée, cette Camargue. Et cette zone humide est exceptionnelle. D'ailleurs, Ramsar n'est pas contradictoire avec la riziculture. C'est complémentaire à mon avis, mais allez expliquer ça à certains en Camargue. Mais je lisais sur les sites de ces certains dont vous parlez qui reprochent des fois aux riziculteurs d'utiliser des produits phyto ou qu'on appelle aussi des pesticides et qui seraient après évacués dans la mer ou en Camargue. Qu'est-ce qu'il en est là-dessus? Effectivement, on utilise des molécules comme les humains utilisent des médicaments. Donc la plante est un élément vivant, donc on est obligé d'utiliser des médicaments pour les soigner pour désherber, contre les maladies fongicides et contre les insecticides. C'est un sujet de fond. Si on devait revenir à l'agriculture ancestrale, on perdrait 30 ou 40% de notre production
Et à ce moment-là, on pourrait voir un schéma compliqué pour l'avenir de l'humanité. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre une production raisonnée avec des produits de synthèse qu'on ne retrouve plus dans les milieux naturels. Aujourd'hui, les nouvelles molécules qui sont autorisées passent devant un tel scribe de contraintes que c'est vraiment très, très difficile de retrouver des molécules derrière. Donc peut-être qu'on a utilisé des produits dangereux, ça je ne vous dis pas le contraire. Comme il y a eu de l'amiante au-dessus de nos têtes pendant des années, aujourd'hui on est dans un contexte où l'agriculteur, d'abord ça coûte très cher, il faut savoir que les produits, je le dis en rigolant, des fois coûtent plus cher qu'un bon whisky, donc on n'est pas à même de dépenser des sommes complètement folles pour utiliser ces produits, mais si on le fait, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Et encore une fois, on est dans des impasses techniques parfois, parce qu'on a des plantes invasives, des insectes nouveaux qui arrivent. Il faut qu'on trouve des solutions. Pour la viticulture, je sais que dans le bio, ils ont des problèmes avec le cuivre aussi. Vous voyez, il ne faut pas qu'on soit excessif dans tous les moyens de lutte, mais trouvons des solutions ensemble. Vous dites que vous êtes dans des impasses techniques parce qu'il y a de plus en plus de produits phytosanitaires qui sont interdits au fur et à mesure et que des fois, vous rencontrez des ravageurs pour lesquels vous n'avez pas forcément les moyens de lutter. Tout à fait. Et en plus de ça, la plante, on n'a plus que 3 modes d'action, par exemple, pour désherber le riz. Dans les pays voisins comme l'Italie et l'Espagne, ils en ont 3 fois plus que nous. Et en Asie, 8 fois plus que nous. Donc nous, on se retrouve en impasse technique avec des produits où il y a ce qu'on appelle de la rémanence et puis de la résistance, qui se fait comme les antibiotiques pour les humains. À force de consommer trop d'antibiotiques, ça ne marche plus. Et là, c'est pareil pour nos plantes. Et donc, on se retrouve en impasse technique avec des baisses de production très importantes. On devient plus compétitif et on disparaît. Donc, c'est très simple. Ou on nous laisse agir pour pouvoir produire, ou on va disparaître. Et on sera à la merci de riz d'Asie qui, eux, utilisent des produits interdits depuis de nombreuses années en France et qui seraient impropres même à la consommation pour nos consommateurs. Donc, c'est un choix qu'il faut faire pour nos consommateurs aussi. C'est ce que vous dites, on est un peu dans une phase de cure de désintoxication presque de produits phyto. On est un peu dans la partie la plus difficile, là, parce que c'est ce que vous disiez, les antibiotiques, au bout d'un moment c'est plus efficace. Et en même temps, il faut réussir à ce que l'être humain il arrête d'utiliser des antibiotiques pour une personne donnée, par exemple. Et, sauf qu'il y a une phase où c'est extrêmement compliqué. Vous êtes en plein dedans, là. On est en plein dedans et ça concerne, je crois que pour la betterave, il y a eu un problème avec les néonicotinoïdes. Et justement, on est dans cette situation-là. Alors, il fallait savoir s'il fallait continuer à produire de la betterave pour faire de l'alcool en France ou si on achetait notre alcool dans d'autres pays mitoyens. Donc là, on est dans la même situation pour le riz. Et je voudrais dire aussi qu'il y a énormément de cultures mineures en France, ou cultures orphelines, et je m'adresse au ministre de l'Agriculture, ou de cultures mal pourvues en France. Il attend de nous écouter, mais écoutez, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Il y a plein de cultures en France qui sont dans des situations d'impasse, qui risquent de disparaître. Et surtout en légumes, 50% de nos légumes en France sont en culture mineure. Il faut faire un choix où on nous laisse produire ces produits. Et vous retrouverez des courgettes, de la chicorée française et de la mâche, ou alors elles vont disparaître, ou de la carotte même, ou alors elles vont disparaître de nos étals et on sera obligé d'acheter des carottes en Belgique ou en Ukraine, ou peut-être même aux États-Unis, donc c'est un choix. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'être riziculteur et de vous investir comme ça aussi dans le syndicat européen ? Écoutez, je me lève tous les matins en disant ça va être encore une journée riche en événements. La preuve, je vous ai rencontré. Après, j'ai une équipe de tournage sur un programme européen avec des Italiens. Oui, et le téléphone a déjà sonné à peu près 3 fois. Oui, le téléphone a sonné 3 fois. Donc, vous voyez, dans des journées bien occupées, écoutez, on a toujours l'impression de rendre service à l'intérêt général. C'est le principal. Après, on a aussi des vies de famille. Après, il faut aussi s'occuper de nos patients. Donc, on a des journées bien remplies. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Alors, oui, je veux peut-être vous parler des flamants roses, nos amis auxiliaires. En fait, ils sont roses, non pas parce qu'ils mangent du riz, mais parce qu'ils consomment de l'artémia. C'est une petite crevette qui vit dans les sols salés et qui est rose. Et plus ils consomment de cet artémia, plus ils deviennent roses. D'ailleurs, c'est pour ça que
Quand vous allez au Kenya, sur le lac Victoria, je crois que les flamands sont très roses parce qu'ils en consomment beaucoup plus que nous. Nous, on n'a pas assez de chaleur pour avoir ces artémias. Donc voilà, mais nous, je vous rassure, si on consomme du flamand, on ne devient pas rose. Par contre, l'artémia est utilisée comme produit cosmétique, je crois, par les Saléens du Midi. D'accord. Et l'artémia est lui-même rose parce qu'il mange une algue, non, qui est dans les Saléens. Tout à fait. Ah ouais, oui. C'est marrant. Comme quoi, quand même, l'impact de ce qu'on mange. Pour finir, comment on peut vous contacter si on a une question ou c'est qu'on peut commander du riz de Camargue? Alors, c'est toujours compliqué de trouver du riz de Camargue parce que il est pratiquement partout, mais il faut vraiment le chercher. Dans les magasins spécialisés, vous le trouverez facilement dans les rayons bio. Et après, dans la grande distribution, on est dans un système de mondialisation et on a des grands groupes français. Alors, heureusement, Taureau Ailé fait du riz de Camargue et vous en trouverez facilement. Mais bon, on a aussi un ami américain qui s'appelle Oncle je sais plus quoi, qui fait du riz, mais on ne sait pas d'où il vient d'ailleurs. Pour la petite histoire, nous on a du riz tracé avec une IGP riz de Camargue, donc cherchez-le et vous le trouverez, même avec difficulté, mais vous le trouverez. Parfait, et bien, on va se mettre en recherche. Merci beaucoup Bertrand pour votre accueil, c'était très intéressant. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.